Cela se passe en ce moment à la Maison-Blanche à Washington. Entretien qualifié de décisif entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou sur l'avenir des négociations pour une paix israélo-palestinienne. En Ukraine, la Russie accentue sa pression militaire sur la Crimée malgré les menaces de sanctions de l'Occident. Sanctions qui pourraient tomber à partir de jeudi de la part des Européens. Et puis première journée d'audience à Pretoria dans le procès de l'ancien athlète sud-africain Oscar Pistorius, accusé du meurtre de sa petite amie. Il a plaidé non coupable aujourd'hui. On s'intéresse donc à la situation des négociations israélo-palestiniennes. Ce processus de paix dont la séance de négociation a démarré il y a plusieurs mois, c'était au mois d'août dernier, à la Maison-Blanche précisément. John Kerry avait annoncé en présence de toutes les parties concernées qu'une négociation de 9 mois allait s'ouvrir. Qu'en est-il aujourd'hui, au moment précisément où Barack Obama et Benjamin Netanyahou sont en train de se rencontrer à la Maison-Blanche? On attend peut-être d'un instant à l'autre une allocution conjointe des deux dirigeants. On va en parler avec tout d'abord Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv, qui est là. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce studio. Alors on attend effectivement de savoir quelle est la tonalité de cette rencontre. On la disait tendue, on l'annonçait tendue. Est-ce que vous pensez qu'elle l'est ? Je crois que déjà Obama a préparé le terrain de façon peu diplomatique avec cette interview qu'il a donnée à Jeffrey Goldberg avant le départ de Netanyahou, qui est une interview dans laquelle finalement il menace le Premier ministre israélien, où finalement il fait part des pressions qu'il va exercer sur lui, et il le menace des conséquences de l'absence d'un accord. Donc je crois que le tableau est dressé, l'ambiance est là. C'est un soufflet diplomatique sans précédent de précéder la rencontre avec un chef d'État étranger ou un Premier ministre étranger par une interview aussi agressive. Ouais, mais c'est vrai que là, on a senti quand même depuis quelques temps déjà, c'est pas nouveau, une certaine impatience quand même du tandem, on va dire, Kerry-Obama, qui veut à tout prix faire aboutir, on le voit bien, cette session de négociation. Et puis il y a des blocages, et forcément les Américains s'impatientent. Est-ce qu'il y a quelqu'un, à votre avis, Emmanuel Navon, qui est responsable justement de ces blocages ? Écoutez, en particulier. La question de responsable ou pas responsable, ce que l'on appelle en anglais le blame game, on peut écrire des livres entiers. Il y a des livres entiers qui ont été écrits là-dessus. Mais je crois qu'au bout du compte, toutes les propositions de paix qui ont été faites et rejetées ces 20 dernières années depuis le début du processus d'Oslo, lorsqu'on regarde l'histoire des accords qui ont été proposés ou bien des propositions qui ont été faites et rejetées, c'est toujours le même scénario qui se répète. Qu'il s'agisse de Camp David à l'été 2000, qu'il s'agisse des paramètres Clinton en décembre 2000, qu'il s'agisse de la proposition de Ehud Olmert en 2008, finalement, à chaque fois, Israël fait plus de concessions, l'autorité palestinienne dit non au moment où il faut prendre une décision, et à chaque fois, elle obtient plus jusqu'au prochain round. Donc, ce système, je dirais, ce scénario ne cesse de se répéter. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Et d'une certaine manière, on peut comprendre les Palestiniens, puisque cela sert leurs intérêts, de dire non à chaque fois et d'être absous par la communauté internationale et par les États-Unis. Si cela ne cesse de fonctionner jusqu'à présent, pourquoi ne pas continuer ? Ouais. Alors, justement, les Israéliens ont annoncé la couleur. Benjamin Netanyahou, avant de prendre l'avion hier, a bien pris soin de préciser qu'il résisterait, qu'il savait résister aux pressions. Ça, c'était un message, à votre avis, à destination des Américains ou de l'opinion publique israélienne et on va dire de la coalition gouvernementale israélienne? Je pense que d'abord cela venait en réponse à cette fameuse interview que j'ai mentionnée de Barack Obama, Jeffrey Goldberg, qui était une menace très claire vis-à-vis de Netanyahou. C'est vrai que également le Premier ministre doit prendre en compte sa coalition, mais je crois que ces déclarations étaient destinées essentiellement à la Maison-Blanche, à savoir de dire il y a effectivement, on ne peut pas le nier, un blocage dans les négociations,
Mais on sait très bien aujourd'hui, et d'ailleurs Abou Mazen l'a déclaré encore aujourd'hui, il a déclaré qu'il exigeait encore une autre libération de prisonniers comme condition pour reprendre les négociations et un gel de la construction. Donc je vous rappelle que lorsque la libération de prisonniers avait été décidée et annoncée, on nous avait dit à l'époque que c'était soit cela, soit un gel de la construction. Donc il y a eu une libération de prisonniers. Maintenant on nous dit que c'est à la fois une libération de prisonniers et le gel et une autre libération de prisonniers. Donc il ne cesse de faire cette méthode du chouk moyen-oriental, et on peut véritablement se poser des questions sur l'avenir de ces négociations. Alors, je donne 2 informations quand même aujourd'hui qui peuvent peut-être apporter un peu de, on va dire, d'éléments dans cette période d'incertitude. D'abord, une association israélienne qui affirme que les mises en chantier de logements dans les implantations ont doublé en 2013. Et puis à l'instant, encore une alerte donc aux roquettes dans le sud d'Israël et un raid de Tsahal qui a ciblé, semble-t-il, une cellule terroriste à Beit Hanoun. Et donc un Palestinien aurait été tué, 2 autres blessés. Ça remet en cause ou pas, à votre avis? Ça peut influer ce genre de... C'est un scénario que nous connaissons par cœur. À chaque fois qu'il y a une rencontre entre un Premier ministre israélien, ou plus exactement entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama, l'organisation Shalom Arshav, pour embarrasser Israël et le Premier ministre israélien, publie des données qui ne sont pas toujours exactes sur une inflation soi-disant de construction. C'est toujours la même chose. À chaque fois qu'il y a, comme par hasard, c'est toujours à la veille de rencontre entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama. Donc ce n'est pas la première fois que Shalom Arshav essaie d'embarrasser le Premier ministre avant ces rencontres avec le président américain. Cela fait partie de la stratégie de cette organisation, il n'a rien de nouveau. Alors, j'accueille le professeur Rafi Walden qui est là, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste donc de ce Proche-Orient et de ce conflit également. Comment vous qualifieriez, vous, cette atmosphère autour de la rencontre là, qui a lieu en ce moment entre Obama et Netanyahou? On parle de rencontres décisives, de tournant peut-être pour le processus. On a déjà vu, on a déjà été plusieurs fois dans cette situation de tournant décisif. Il est certain qu'à l'heure actuelle, vraiment, c'est une situation très critique. D'ailleurs, je ne suis pas du tout d'accord avec mon prédécesseur pour dire que c'est Israël qui fait toujours des concessions et ce sont les Palestiniens qui s'opposent au processus de paix. Je ne suis pas du tout d'accord que ça va dans cette direction. Et en ce qui concerne C'est-à-dire, les vous avez l'impression déclarations... que les Palestiniens font plus de concessions? Certes, sans aucun doute. Ouais. De toute façon, c'est nous qui sommes les forces. Donc c'est à nous de faire des concessions et nous sommes suffisamment forts en Israël, notre position est suffisamment forte, à la fois politiquement et du point de vue de sécurité, nous pouvons nous permettre de faire ces concessions si nous voulons vraiment la paix. Maintenant, la question n'est pas si Shalom Arshav a l'intention d'embarrasser le Premier ministre pour parler là-bas. La question est, est-ce que ces déclarations sont véridiques? Est-ce qu'en effet, il y a 123% d'augmentation de construction dans les territoires? Et apparemment, c'est vrai. Ouais. Donc ce n'est pas la question si on veut embarrasser ou non. Il est certain que cet afflux de construction dans les territoires, c'est une obstruction pour le processus de paix. Il n'y a pas de doute pour ça. Emmanuel Navon, là-dessus, sur cette annonce de mise en chantier de construction, vous trouvez que c'est une obstruction, que c'est une politique qui va à l'encontre des négociations de paix? Écoutez, on sait très bien que le conflit avec les Palestiniens n'a pas commencé en 1967. Il n'a pas commencé lorsque le Parti travailliste a commencé à construire dans la vallée du Jourdain. Il n'a pas commencé lorsque le Likoud, après la victoire de 1977, a poursuivi cette politique de construction. Ces constructions ne sont pas la cause du conflit. Ces constructions représentent à peu près 2% du territoire en disputation de la vallée occidentale du Jourdain en termes de territoire. Toutes les constructions israéliennes ont été retirées de la bande de Gaza en 2005. Est-ce que cela a apporté la paix avec Gaza? Au contraire, nous avons eu des dizaines de milliers de roquettes. Donc il faut mettre les choses en perspective. Quelle que soit l'opinion de chacun sur ces implantations, un peu d'honnêteté intellectuelle et comprenons quel est le lien de cause à effet réel entre ces constructions et la paix. Et ce n'est pas la cause du conflit. C'est réversible comme cela a été prouvé à Gaza, mais le fait que ce soit réversible et que cela ait été prouvé à Gaza, cela n'a pas amené la paix. Il y a d'autres sujets qui sont bien plus au cœur du conflit, qu'il s'agisse de Jérusalem, la question des réfugiés, qui à chaque fois, lorsqu'ils sont mis sur la table, ont été rejetés par Arafat à l'époque et Mahmoud Abbas à l'époque d'Olmert et aujourd'hui, et utiliser les implantations comme excuse, c'est effectivement, à mon sens, un prétexte qui est un arbre qui cache la forêt. Ouais. Je ne suis pas du tout sûr que c'est un prétexte. Vous citez qu'il s'agit de 2%, mais ces 2% sont dispersés d'une façon volontaire de telle manière dans les territoires de Judée et de Samarie, comme nous l'appelons, de la West Bank,
C'est ce que disent les Anglais en général. Ils disent West Bank. Bon. Ce qui ne permet pas de créer un État palestinien viable avec un territoire continu, suivi. Donc, ce n'est pas une question du pourcentage, c'est une question de la dispersion de ces implantations qui sont faites d'une façon tout à fait volontaire. Maintenant, écoutez, on peut toujours accuser les Palestiniens de ne pas vouloir la paix. La question, est-ce que nous sommes prêts à faire des concessions qui seront certainement douloureuses, si nous voulons vraiment arriver à une paix viable avec nos voisins palestiniens? La situation actuelle, à mon avis, ne peut pas continuer, parce que nous occupons maintenant... Nous avons sous notre occupation plus de 2 millions de Palestiniens qui n'ont aucun droit civil dans la société israélienne. Nous ne voulons pas les annexer, nous ne voulons pas créer un État où il y aura très prochainement une majorité d'Arabes. Et c'est ce qui va arriver maintenant si nous continuons à dominer la Palestine. Nous voulons un État juif, absolument. C'est pour ça que le mouvement sioniste a été créé. C'est pour ça que nous sommes venus en Israël. Et nous voulons un État juif avec une grande majorité qui peut être vraiment un État juif, un État démocratique. Maintenant, ça risque, ce n'est déjà plus un État démocratique, puisque nous avons sous notre occupation plus de 2 millions de personnes qui n'ont pas de droits de l'homme. Et ça risque de ne plus devenir un État juif s'il y aura prochainement, avec l'accès démographique qui existe maintenant, il y aura bientôt une majorité arabe entre le Jourdain et la Méditerranée. Donc s'il n'y a pas d'accord de paix, c'est ce que vous dites, hein, si on ne parvient pas à une solution à 2 États, l'État juif que revendique Netanyahou risque de disparaître. Absolument. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Les données démographiques prouvent, d'abord sur le chiffre, il y a un désaccord entre les démographes, et même d'après les chiffres du démographe israélien Sergio de la Pergola, on ne parle pas de 2 millions d'Arabes, mais entre 1,5 million et 2 millions sur la vallée occidentale du Jourdain, en Judée-Samarie. 2 millions, d'accord. Non, un peu moins, millions. entre 1,5 million et 2 millions, et leur taux de fécondité n'ont cessé de diminuer depuis 1990, alors que les taux de fécondité juifs n'ont fait qu'augmenter, et aujourd'hui l'écart a été complètement fermé. Donc en termes de démographie, de pure démographie, le temps joue pour Israël, ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas trouver une solution, qu'il ne faut pas chercher une solution. Mais démographiquement, dire qu'on s'achemine vers un État binational alors même qu'Israël a quitté la bande de Gaza, factuellement, c'est faux. Maintenant, pour ce qui est des droits de l'homme, je vous rappelle que depuis 1995, 98% des Arabes de Judée-Samarie vivent sous le gouvernement de l'autorité palestinienne, qu'ils ont un gouvernement autonome. Ça n'est pas un État complètement autonome, c'est vrai. Mais quand on sait quel est le niveau de liberté et de droits de l'homme dans les États arabes aujourd'hui, quand on sait que liberté et État arabe sont 2 termes contradictoires, je ne dis pas cela encore une fois pour éviter une solution, je dis simplement que c'est un contresens de dire qu'un État arabe leur offrira la liberté, puisqu'il n'y a aucun État arabe dans le monde qui est libre. On sait très bien que sous un État arabe, ils sont encore moins libres que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Ils ont la liberté aujourd'hui d'un gouvernement autonome qui n'est pas complètement souverain. Mais encore une fois, on voit très bien quel est le niveau de liberté, soi-disant, des Arabes dans les pays arabes aujourd'hui qui s'effondrent complètement, qui sont tous des dictatures. Et il suffit de voir le niveau de démocratie, aussi bien dans le Hamas, dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, que dans l'autorité palestinienne, qui est également une dictature, pour dire le jour où l'État sera complètement indépendant, ils auront de véritables droits de l'homme. C'est complètement une contre-vérité lorsqu'on regarde le Proche-Orient aujourd'hui. Bon, alors quand vous parlez de démographie, je crois que vous oubliez aussi qu'il y a 1,5 million d'Arabes en Israël. Et vous continuez Tout à fait, mais je prends ça en compte. Il y a une majorité de 2 tiers de Juifs. Quand vous parlez de 2 millions, entre l'État d'Israël, et 2 millions absolument, en Palestine, il y a une majorité de 2 tiers de Juifs. Non, je prends compte. 300 000 Arabes de Jérusalem-Est et le million et demi d'Arabes. Je les prends en compte, et en le prenant en compte, nous avons une majorité de 2 tiers de Juifs. Il y a maintenant presque 50% d'Arabes, c'est bien ce que je dis, non. entre la Méditerranée et le Jourdain, c'est un fait. Sans inclure la bande de Gaza. Nous avons quitté la bande de Gaza. Je vous rappelle qu'Israël a quitté la bande de Gaza. Même sans la bande de Gaza, l'État d'Israël d'avant 67 plus la Judée-Samarie, il y a une majorité de 2 tiers de Juifs. Bon, est-ce que vous croyez que la situation actuelle, qui va vers un pays binational, peut continuer comme ça? Encore une fois, ça ne va pas vers un pays binational. Ou bien est-ce qu'on va continuer à dominer la Palestine et avoir sous notre occupation 1,5 million d'Arabes? Mais je viens d'expliquer que les données démographiques ne vont pas vers l'État binational. La population va diminuer pendant la décennie qui va venir maintenant? Je dis simplement. Ils seront moins qu'1,5 million? Non, je dis que si on prend encore une fois les chiffres entre la vallée du Jourdain et la mer Méditerranée sans la bande de Gaza dont nous sommes exclus, il y a une majorité de 2 tiers de Juifs, que cette majorité est stable à long terme d'après les données démographiques actuelles, et que par conséquent parler d'une bombe démographique, c'est faux. Je ne dis pas qu'il faut... Je ne dis pas que c'est la bonne solution, je dis simplement qu'on ne va pas vers un État binational. Alors s'il y a seulement 3 millions d'Arabes sous l'occupation israélienne,
Et nous sommes quand même les 2/3. Alors, ça vous satisfait cette situation? Cela signifie que vous considérez que les Arabes israéliens sont également sous occupation? Ils ne sont pas sous occupation, mais si on parle d'un État juif et démocratique, il faut compter les Arabes israéliens aussi. Il nous reste 1 minute. Je voudrais juste vous entendre chacun, parce qu'aujourd'hui, Benjamin Netanyahou a dit qu'il faut être 3 pour danser le tango de la paix, c'est dans son expression, et il dit que les Palestiniens ne sont pas prêts à le faire. Est-ce que vous avez l'impression que les Palestiniens sont dans une démarche de paix là, actuellement? Nous avons blâmé les Palestiniens pendant beaucoup d'années qu'il y a le terrorisme qui vient des pays arabes et que leurs dirigeants ne sont pas pragmatiques, ne veulent pas la paix. Nous pouvons, dans nos rêves, nos meilleurs rêves, nous n'avons pas pu espérer des dirigeants arabes aussi pragmatiques que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas Yasser Arafat, ce n'est pas les autres, ceux qui l'ont précédé. Et pendant des années, il n'y a pratiquement pas de terrorisme. Donc toutes les conditions que nous avons posées ont été réalisées par les Palestiniens et c'est nous qui ne répondons pas. 20 secondes. Si on parle de pragmatisme, parlons du fait que Mahmoud Abbas, d'abord, ne représente pas la bande de Gaza et que même dans son régime branlant à Ramallah, on sait très bien qu'il a perdu déjà les élections de 2006, puisque c'est Hamas qui avait gagné les élections législatives palestiniennes de 2006, et il sait très bien que si demain il y a de nouvelles élections, c'est le Hamas qui gagnera de nouveau. Donc si on parle de pragmatisme, alors parlons de ce que Abbas représente véritablement. Merci à tous les deux, Emmanuel Navon, Rafi Walden, merci à tous les deux d'être venus dans le Grand Direct qui continue dans un instant avec un invité.